Le cliquetis métallique des portes de prison avait depuis longtemps cessé de déranger Damien Leclerc. Après 3 ans et demi à la prison de Straubing, ce bruit était devenu une partie de son quotidien, aussi familier que son propre battement de cœur. La cellule qu'il partageait avec 2 autres hommes mesurait à peine 9 mètres carrés. 3 lits métalliques superposés contre le mur, une petite table, des toilettes sans intimité. Damien y passait 16 heures par jour, enfermé comme un animal dont le seul crime avait été d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Damien n'était pas un homme violent. Du moins, il ne l'avait jamais été avant cette soirée fatidique qui avait changé sa vie à jamais. Il avait travaillé comme ingénieur civil à Munich, gagnait un bon salaire, louait un petit appartement à Schwabing. Emma avait été l'amour de sa vie. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête d'été au jardin anglais, où elle jouait au volleyball avec des amis pendant qu'il faisait un barbecue avec ses collègues. Son rire l'avait immédiatement captivé, cette façon dont elle renversait la tête en arrière et fermait les yeux quand quelque chose l'amusait vraiment. 2 ans plus tard, ils s'étaient mariés, une petite cérémonie dans les Alpes bavaroises avec seulement leurs amis proches et leur famille. Emma portait une robe blanche simple, Damien un costume gris foncé. Ils s'étaient juré fidélité éternelle sous le vaste ciel, tandis qu'au loin, les sommets des montagnes brillaient au soleil. Damien avait pensé à ce moment-là que la vie ne pouvait pas être plus parfaite. Puis vint cette soirée de novembre, il y a presque 4 ans. Ils étaient dans un bar de Max Vorstadt, un de ces établissements branchés qu'Emma aimait tant. Un homme ivre, la quarantaine, avait commencé à harceler Emma. D'abord, ce n'était que des commentaires obscènes. Puis il l'avait attrapée par le bras, l'avait tirée vers lui. Damien lui avait demandé de la laisser tranquille. L'homme s'était contenté de rire, avait dit quelque chose d'obscène sur Emma. Damien se souvenait encore de la colère qui était montée en lui, brûlante et incontrôlable. Il avait poussé l'homme. L'homme avait poussé en retour, plus fort. Puis le coup. Damien ne savait toujours pas exactement qui avait frappé en premier, mais il se souvenait de la sensation de son poing frappant le visage de l'homme. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'homme était tombé en arrière. Sa tête avait heurté le bord du comptoir. Le bruit poursuivrait Damien à jamais, un craquement sourd et cassant, suivi d'un silence terrible. L'homme s'appelait Stefan Bauer, était père de 2 enfants, travaillait comme agent d'assurance. Il était mort cette nuit-là à l'hôpital d'une fracture de la base du crâne. Damien avait été accusé d'homicide involontaire. Son avocat avait plaidé la légitime défense, la provocation, la protection de son épouse. Mais le procureur avait peint un autre tableau. Un jeune homme agressif qui avait brutalement battu un client ivre et inoffensif. La caméra de surveillance du bar avait tout enregistré, mais l'angle ne montrait pas comment l'homme avait touché Emma, seulement les coups que Damien avait donnés. 6 ans et demi était le verdict. Emma avait pleuré dans la salle d'audience, lui avait crié qu'elle l'attendrait. Damien l'avait cru. Les premiers mois, elle lui rendait régulièrement visite, toutes les 2 semaines. Ils parlaient à travers la vitre en plexiglas du parloir, leurs mains de chaque côté de la cloison, comme s'ils pouvaient se toucher s'ils appuyaient assez fort. Emma lui parlait de son travail de graphiste, de son nouvel appartement qu'elle avait dû prendre après son arrestation parce que l'ancien était trop cher. Elle lui assurait sans cesse qu'elle l'attendait. Les lettres arrivaient au début chaque semaine. Emma écrivait sur son quotidien, sur ses espoirs pour leur avenir commun, quand ils sortiraient enfin. Damien conservait chaque lettre, les relisait encore et encore, jusqu'à ce que le papier devienne fin aux pliures. Ces lettres étaient son encre, sa raison de continuer dans cette cage de béton où les jours se fondaient les uns dans les autres et où le temps perdait son sens. Mais après la 2e année, les lettres commencèrent à se faire plus rares, 1 fois par mois, puis toutes les 6 semaines. Les visites aussi diminuèrent. Emma avait des excuses, le travail, la maladie, un voyage d'affaires. Damien sentait que quelque chose se brisait entre eux, mais il s'accrochait à l'espoir.
Encore 3 ans et demi, puis ils seraient libres en cas de libération anticipée. Ils pourraient recommencer leur vie, peut-être quitter Munich, repartir ailleurs, où personne ne connaîtrait son passé. Ce jeudi après-midi de mars, tout changea. Damian revenait de son quart de travail à l'atelier de la prison, où il assemblait de simples meubles pour un salaire de misère. Son codétenu, un homme frêle nommé Mehmet, qui purgeait une peine pour trafic de drogue, était assis sur sa couchette avec une expression étrange. « Il y a quelque chose que tu devrais voir », dit doucement Mehmet en levant son smartphone. En principe, les téléphones étaient interdits en prison, mais tout le monde savait qu'il y avait des moyens de s'en procurer. Damian n'en avait jamais voulu, ne voyait aucune raison pour cela, mais maintenant il fixait le petit écran et son cœur commença à battre douloureusement. La photo montrait Emma. Elle se tenait dans un restaurant, un établissement chic avec des lustres et des nappes blanches. À côté d'elle se tenait un homme, grand, beau, dans un costume coûteux. Son bras entourait sa taille. Emma souriait à la caméra, ce sourire que Damian aimait tant, mais il était destiné à un autre. Mehmet fit défiler jusqu'à la photo suivante. Emma et l'homme s'embrassaient devant une fontaine éclairée, leurs corps serrés l'un contre l'autre. « Ma cousine a vu ça sur Instagram », expliqua maladroitement Mehmet. « Elle ne savait pas que c'était ta femme jusqu'à ce que je le lui dise. Je suis désolé, mec. » Damian ne pouvait pas respirer. Les murs de la cellule semblaient se refermer sur lui. L'air se raréfiait. Il prit le téléphone d'une main tremblante, agrandit l'image. L'homme avait l'air heureux, sûr de lui. Emma portait une robe que Damian n'avait jamais vue, rouge profond, élégante. Ses cheveux étaient coiffés différemment, plus longs qu'il ne s'en souvenait. Elle ressemblait à une étrangère, et pourtant c'était indubitablement la femme qu'il aimait. Dans les jours qui suivirent, Damian fut alimenté en informations supplémentaires par Mehmet. L'homme s'appelait Lucas Moreau, était d'origine française, travaillait comme banquier d'investissement à Francfort. Emma l'avait rencontré 8 mois auparavant lors d'un événement de networking. Ils étaient en couple depuis. Sur le profil Instagram de Lucas, qui était public, on trouvait des dizaines de photos d'eux deux. Voyage à Paris, escapade de week-end au lac de Garde, dîner dans des restaurants exclusifs. Toute une vie qu'Emma menait pendant que Damian était assis dans sa cellule à l'attendre. Le pire arriva une semaine plus tard. Un courrier officiel remis par l'administration pénitentiaire. Des papiers de divorce. Emma Laurent, née Dubois, demandait la dissolution du mariage avec Damien Leclerc en raison de différences irréconciliables et d'une séparation de plus de 2 ans. Les mots se brouillèrent devant les yeux de Damien. Différences irréconciliables, comme si son incarcération avait été une décision personnelle, comme s'il l'avait abandonnée et non l'inverse. Cette nuit-là, Damien resta éveillé sur sa couchette, fixant le plafond où des fissures traversèrent le plâtre comme des veines. Mehmet ronflait doucement dans le lit au-dessus, le 3e codétenu, un homme plus âgé nommé Klaus, murmurait dans son sommeil. Damien sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de fondamental. Le futur pour lequel il avait vécu n'existait plus. Emma ne l'attendrait pas. Elle avait déjà continué à vivre, avait trouvé un autre homme, un homme plus prospère, un homme libre. La colère vint lentement, comme l'eau qui s'infiltre à travers un barrage avant qu'il ne cède. D'abord, juste un grondement sourd dans sa poitrine, puis une brûlure qui se propageait jusqu'à ce que tout son corps vibre de rage. Il avait passé 3 ans et demi de sa vie dans cette cage, avait enduré chaque jour en croyant en leur avenir commun. Et elle l'avait trahi, non seulement quitté, mais menti, lui avait donné de l'espoir pendant qu'elle était déjà dans les bras d'un autre homme. Dans les semaines qui suivirent, la colère se transforma en une détermination froide et calculatrice. Damien commença à planifier. Il étudia les routines des gardiens, les failles du système de sécurité, les possibilités d'évasion. Il lui restait encore 3 ans et demi jusqu'à une éventuelle libération anticipée, mais 3 ans et demi étaient une éternité.
Emma et ce Lucas se marieraient peut-être pendant ce temps, auraient des enfants, construiraient une vie. Damien ne pouvait pas le permettre. Il devait la voir, devait la regarder dans les yeux, devait comprendre comment elle avait pu le trahir ainsi. Et puis, par une nuit de pleine lune, alors qu'il ne pouvait une fois de plus pas dormir, la pensée vint, claire et inévitable comme un verdict. Il devait aller à elle. Peu importe comment, peu importe le prix. La prison de Straubing organisait chaque jeudi des travaux extérieurs pour les détenus ayant une bonne conduite. Damien ne s'était jamais attiré d'ennui durant ses 3 ans et demi de détention, n'avait jamais enfreint une règle, n'avait jamais causé de problème. Ce dossier impeccable lui avait valu une place dans l'équipe de travail qui entretenait les espaces verts le long de la route fédérale 20, désherbait et ramassait les déchets. C'était l'une des rares occasions de voir le ciel sans barreaux, de respirer de l'air frais qui ne sentait pas le désinfectant et la sueur humaine. L'équipe se composait de 10 hommes, surveillés par seulement 2 agents pénitentiaires. Le surveillant en chef, Friedrich Kohler, était un homme massif de la fin cinquantaine, marqué par les années de service. Son ventre débordait de sa ceinture, ses mouvements étaient devenus lents. Il passait la plupart du temps à l'ombre du fourgon, faisant défiler son smartphone ou somnolent les yeux fermés. Le second surveillant, Tobias Richter, était plus jeune, fin trentaine, plus attentif. Mais lui aussi avait une faiblesse. Toutes les 2 heures, il disparaissait pour une pause cigarette derrière un petit bosquet qui bordait la route. Damien avait observé cette routine pendant des semaines, enregistrant chaque mouvement, mesurant chaque instant. Il savait que Richter disparaissait à 11 heures précises, puis à nouveau à 13 heures, toujours pour exactement 7 minutes. Pendant ces 7 minutes, il ne restait que Kohler, et le vieil homme ne remarquerait même pas si l'un des détenus disparaissait sous son nez. Par un jeudi clair d'avril, alors que les premières feuilles bourgeonnaient sur les arbres et que l'air sentait l'herbe mouillée et le printemps, Damien mit son plan à exécution. Il avait fait de petits préparatifs au cours des dernières semaines. À l'atelier de la prison, il avait volé un couteau de poche pliable, pas plus grand que sa paume, mais assez tranchant pour servir d'arme en cas d'urgence. Il avait aussi fait passer en contrebande un petit sac en plastique avec des flocons d'avoine et du pain séché de la cantine, caché dans sa combinaison. À 10h45, ils furent amenés à leur zone de travail, une section le long de la route fédérale où une forêt dense bordait la chaussée. Damien travailla méthodiquement, ramassant les déchets dans son sac orange, se déplaçant lentement mais régulièrement vers la lisière de la forêt. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau en cage, mais extérieurement, il restait calme, concentré. À 11 heures précises, Richter alluma sa première cigarette de la journée et disparut entre les arbres. Kohler s'appuyait contre le fourgon, le visage tourné vers le soleil, les yeux mi-clos. Les autres détenus travaillaient dispersés dans la zone, chacun absorbé par sa propre tâche. Personne ne faisait attention à Damien. Il laissa tomber le sac à ordures, se retourna et courut. Ses jambes, endurcies par des années de gymnastique monotone en prison, le portèrent rapidement. Il ne sprintait pas comme un désespéré, mais avec la vitesse contrôlée d'un coureur qui a un long parcours devant lui. Les premiers mètres à travers les broussailles furent les plus difficiles. Les branches lui fouettaient le visage, les racines essayaient d'attraper ses pieds. Mais Damien avait fait de l'athlétisme dans sa jeunesse au TSV München-Ost, connaissait son corps, savait comment bouger. Derrière lui retentit un cri. Kohler avait remarqué sa tentative de fuite. « Halte! Arrêtez-vous ou je tire !» Les mots résonnèrent dans la forêt, mais Damien savait que c'était une menace vide. Kohler ne tirerait pas sur un détenu en fuite qui ne représentait pas de danger immédiat. Les directives de la prison étaient claires, et un verdict pour homicide involontaire ne justifiait pas une exécution lors d'une fuite. Un coup de semonce retentit dans l'air, des oiseaux s'envolèrent des arbres, effrayés. Damien continua à courir plus profondément dans la forêt.
Sa combinaison orange vif était un problème. Elle était trop voyante, un phare qui mènerait tout poursuivant directement à lui, mais il ne pouvait encore rien y faire. D'abord, il devait prendre de la distance. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que des points noirs dansent devant ses yeux. La forêt devenait plus dense, le sol plus inégal. Damien entendit au loin les aboiements de chiens. Ils avaient déjà sorti les chiens pisteurs. Il avait peut-être 1 heure d'avance, au maximum. Ensuite, les chiens prendraient sa trace et les chasseurs expérimentés de la police bavaroise suivraient. Après environ 3 kilomètres, il atteignit un petit ruisseau qui serpentait à travers les broussailles. Damien se souvint d'un documentaire sur les tentatives d'évasion qu'il avait vu une fois à la télévision de la prison. L'eau effaçait les traces, troublait les chiens pisteurs. Il entra dans le ruisseau, l'eau glacée montant jusqu'à ses genoux. Il suivit le cours d'eau en aval, posant prudemment ses pieds sur les pierres lisses pour ne pas glisser. Après environ 1 kilomètre, il quitta le ruisseau de l'autre côté, grimpa sur la berge et attacha un morceau de tissu qu'il avait arraché de sa combinaison à une branche basse. C'était une vieille ruse, mais peut-être fonctionnerait-elle. Les chiens suivraient la trace jusqu'ici, trouveraient le morceau de tissu et supposeraient peut-être qu'il était parti dans cette direction. En réalité, Damien retourna au ruisseau et remonta encore 2 kilomètres avant de finalement se hisser sur la berge. Le soleil était déjà bas quand Damien trouva une cabane de chasse abandonnée à moitié en ruine, la porte ne tenant plus que par un gond. Il se glissa à l'intérieur, se laissa tomber sur le plancher poussiéreux. Son corps tremblait d'épuisement et d'adrénaline. À travers les fenêtres brisées, il pouvait voir le ciel se colorer de rose et d'or. Pour la première fois depuis 3 ans et demi, il voyait un coucher de soleil sans barreaux. Mais l'euphorie de la liberté fut de courte durée. Damien savait qu'il était maintenant un homme traqué. Son visage apparaîtrait aux nouvelles, sur des affiches de recherche, sur les réseaux sociaux. Chaque policier de Bavière le chercherait. Et il portait toujours cette maudite combinaison orange de prison. Dans la cabane, il trouva une vieille bâche verte sale et une boîte de clous rouillée. Pas grand-chose, mais mieux que rien. Damien s'enroula dans la bâche, essayant de rester au chaud pendant que la nuit tombait. Il mangea quelques flocons d'avoine de son sac en plastique, les rinçant avec de l'eau du ruisseau. Son estomac se rebellait, mais il se força à les garder. Il aurait besoin de chaque calorie. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé sur le sol dur et entendait au loin les hurlements des chiens de recherche, Damien pensa à Emma, à son visage sur ses photos Instagram, heureuse, amoureuse, dans les bras d'un autre homme. La colère qui l'avait poussé à s'évader se transforma en quelque chose de plus froid, de plus dur. Une détermination qui allait plus loin que la vengeance. Il devait la voir. Devait lui faire face, devait comprendre comment la femme qui lui avait juré fidélité éternelle avait pu le trahir si complètement. Francfort était à plus de 300 kilomètres. Selon les recherches de Mehmet, Emma et Lucas vivaient là-bas dans un complexe d'appartements coûteux à West End Sud. Damien n'avait aucune idée de comment il y arriverait. Il n'avait pas d'argent, pas de papier, pas d'alliés. Mais il avait du temps. Il avait de la détermination, et il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil traversaient les fenêtres brisées de la cabane, Damien se mit en route. Il se déplaçait à travers la forêt, évitant routes et sentiers de randonnée, naviguant selon le soleil et sa boussole intérieure. Vers midi, il atteignit un petit village, guère plus qu'une douzaine de maisons le long d'une route de campagne. Il observa depuis le couvert de la forêt, attendant. Une femme âgée sortit d'une des maisons, accrocha du linge sur un fil dans le jardin. Damien vit un jean, une chemise à carreaux, une veste sombre. Quand la femme rentra dans la maison, il s'approcha furtivement. Son cœur battait la chamade, la culpabilité le rongeait. Il n'était pas un voleur, ne l'avait jamais été. Mais la nécessité ne connaissait pas de morale. Il attrapa les vêtements, les fourra sous sa combinaison. Le jean était trop grand, la chemise trop large, mais c'était mieux que la combinaison orange. Dans un abri de jardin, il trouva une vieille casquette de baseball et un sac à dos qui sentait la terre et l'engrais.
Damien prit les deux, laissa un mot sur la corde à linge. « Je suis désolé, je rembourserai. » Des mots vides, mais ils lui donnaient l'impression d'être un peu moins un criminel. Dans un hangar abandonné en bordure du village, il se changea, enterra la combinaison sous un tas de vieux sacs. Les vêtements civils étaient un déguisement, mince et insuffisant, mais ils lui donnaient une chance. Dans le sac à dos, il trouva une bouteille d'eau cabossée et un vieux mouchoir. Pas grand-chose, mais plus qu'il n'avait eu 1 heure auparavant. Damien continua son voyage, toujours vers l'ouest. Il savait que chaque kilomètre le rapprochait d'Emma, mais aussi plus profondément dans le danger. La police élargirait ses recherches, ériger des barrages routiers, surveiller les gares. Il ne pouvait pas utiliser les transports en commun, ne pouvait pas faire du stop, ne pouvait demander d'aide à personne. Sa seule option était de marcher, mettre un pied devant l'autre, jour après jour, kilomètre après kilomètre, 300 kilomètres à pied. À une moyenne de 30 kilomètres par jour, cela prendrait 10 jours, peut-être plus, s'il devait se cacher ou faire des détours. 10 jours, sans nourriture, sans abri, sans sécurité. C'était de la folie, Damien le savait. Mais quelle était l'alternative? Ramper de nouveau dans la cellule, gaspiller d'autres années de sa vie pendant qu'Emma menait sa vie heureuse avec Lucas? Non, il était déjà allé trop loin. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les 5 premiers jours furent les plus difficiles. Le corps de Damien, habitué depuis des années à l'étroitesse de la cellule de prison, se rebellait contre le mouvement constant. Ses pieds formaient des ampoules qui éclataient et saignaient. Les chaussures volées, de vieilles chaussures de travail du hangar de jardin, étaient une taille trop petite et frottaient à chaque pas. Ses muscles brûlaient de l'effort inhabituel de marcher des kilomètres à travers un terrain accidenté. La faim rongeait constamment son estomac, une sensation creuse et douloureuse qui le tenait éveillé la nuit. Damien se déplaçait principalement à travers les forêts et les champs, évitait autant que possible les zones habitées. Il s'orientait au soleil pendant la journée, aux étoiles la nuit. Dans une ferme abandonnée, il trouva une vieille boussole dans une remise à outils, rouillée mais fonctionnelle. Elle pointait régulièrement vers l'ouest, la direction que Damien devait suivre. Francfort se trouvait quelque part au-delà de l'horizon, une ville qu'il ne connaissait que par ouï-dire, où Emma vivait maintenant, riait, aimait. Le 3e jour de sa marche, il vit pour la première fois son propre visage sur une affiche de recherche. Elle était collée à un abribus dans un petit village dont il ne connaissait pas le nom. Damien Leclerc, 38 ans, évadé de la prison de Straubing, considéré comme dangereux. La photo était ancienne, de son arrestation, le montrait avec les cheveux plus courts et sans la barbe qu'il s'était laissé pousser ces derniers mois. Mais les yeux étaient reconnaissables. Quiconque regardait attentivement le reconnaîtrait. Il devait être plus prudent. Damien commença à ne voyager que la nuit, quand l'obscurité le cachait. Pendant la journée, il se cachait dans des granges, sous des ponts, une fois dans une caravane abandonnée en bordure d'un camping. Le sommeil venait par courts intervalles agités. Chaque bruit le faisait sursauter. Chaque bruit de moteur au loin pouvait être la police. La recherche de nourriture devint un défi quotidien. Damien se nourrissait de ce qu'il pouvait trouver. Des baies en bordure de forêt dont il ne faisait que deviner la comestibilité. Des pommes d'arbres fruitiers sauvages, acides et véreuses, mais mangeables. Une fois, il réussit à attraper un poisson dans un ruisseau en attendant patiemment, à main nue. Il le mangea cru, la chair gluante et froide qu'il avala plus qu'il ne la mâcha. Son estomac se contracta, mais il le garda. Le 6e jour de sa fuite, Damien s'aventura dans un village plus grand. C'était tard dans la soirée, les rues étaient vides. Il vit un supermarché, la lumière encore allumée à l'intérieur, mais la porte déjà fermée. Au coin, il trouva des conteneurs à ordures. L'odeur était écrasante, mais Damien surmonta son dégoût. Il fouilla les déchets, trouva des aliments périmés que le supermarché avait jetés, du pain avec des taches de moisissure qu'il coupa, des fruits avec des meurtrissures,
un paquet de fromage, seulement un jour après la date de péremption. C'était humiliant de manger dans les poubelles comme un sans-abri, mais la fierté était un luxe que Damien ne pouvait plus se permettre. Pendant que Damien trébuchait à travers la campagne bavaroise et essoise, Emma Laurent continuait sa vie à Francfort, ignorante du danger qui se rapprochait d'elle. Elle travaillait dans un bureau moderne à Sachsenhausen, une start-up d'emballage durable où elle était directrice de création. Ses journées étaient remplies de réunions, de conception graphique, de pauses café avec des collègues. Le soir, elle rentrait dans l'appartement qu'elle partageait avec Lucas, un loft aéré avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres offrant une vue sur la skyline. Lucas Moreau était tout ce que Damien n'était pas. Prospère, charmant, libre. Il travaillait dans une banque d'investissement française, gagnait un salaire à 6 chiffres, portait des costumes sur mesure et des montres suisses. Les week-ends, il emmenait Emma à des dégustations de vin dans les vignobles de Hesse-Rhénane ou à des représentations théâtrales au Vieil Opéra. Il était attentionné, généreux, drôle. Emma s'était juré de ne pas aller trop vite après le traumatisme avec Damien, mais Lucas rendait les choses si faciles. Il ne pressait jamais, attendait toujours, lui laissait du temps. Et lentement, mois après mois, la culpabilité qu'elle avait ressentie au début s'était dissoute. Damien appartenait à son passé. Lucas était son présent et peut-être son avenir. Elle ne parlait pas souvent de son mari incarcéré. Lucas connaissait son existence, l'accident dans le bar qui avait conduit à la condamnation de Damien. Mais c'était un sujet qu'Emma évitait, une vieille blessure qu'elle ne voulait pas rouvrir. Le divorce était engagé, les papiers en route. Bientôt elle serait officiellement libre, pourrait continuer sa vie sans l'ombre de son mariage raté. Un jeudi soir, Emma et Lucas étaient assis dans leur cuisine-salon, partageant une bouteille de Bordeaux et cuisinant ensemble des pâtes. Lucas racontait une histoire amusante d'un client difficile, et Emma riait, ce rire insouciant que Damien avait tant aimé autrefois. À ce moment, le téléphone de Lucas sonna. Il regarda l'écran, fronça les sourcils. « Bizarre, un numéro inconnu », marmonna-t-il, mais répondit quand même. « Oui ?» Moreau à l'appareil. Son expression s'assombrit pendant qu'il écoutait. Emma l'observa avec inquiétude. « Quand ?» « Je comprends. »« Oui, bien sûr. Merci de l'information. » Lucas raccrocha. Son visage était devenu pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Emma. « C'était la police. Damien s'est échappé de prison. Il y a 6 jours. » Les mots frappèrent Emma comme un coup. La bouteille de vin dans sa main vacilla, et Lucas la lui prit rapidement. « Quoi ? Ce n'est pas possible. Damien ne ferait jamais... » « Si, Emma, il est en fuite. Ils ne savent pas où il est. La police a demandé si nous avions remarqué quelque chose d'inhabituel, s'il avait pris contact. » Emma s'assit, ses jambes se sentirent soudain faibles. Des images de Damien traversèrent son esprit. Le mari aimant qui lui apportait le petit déjeuner au lit, l'homme en colère qui avait tué quelqu'un. Quel Damien était en fuite, et pourquoi maintenant, après toutes ces années ? « Ils ont dit que nous devrions être prudents, » continua Lucas, sa voix plus ferme maintenant, protectrice. « Ils ne peuvent pas exclure qu'il essaie de te trouver. J'ai donné notre adresse à la police, ils vont surveiller la maison. »« Damien ne me ferait jamais de mal, » dit automatiquement Emma, mais sa voix tremblait. Le croyait-elle vraiment ? L'homme qu'elle avait épousé aurait été capable de beaucoup, mais pas de violence contre elle. Mais cet homme avait passé 3 ans en prison, avait appris sa relation avec Lucas, le divorce. Les gens changeaient. La haine pouvait naître de l'amour comme du poison d'un sol fertile. Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle resta éveillée à côté de Lucas, qui finit par s'endormir après 1 heure, sa respiration régulière et calme. Emma fixa le plafond, écoutant chaque bruit. Le craquement des vieilles planches, le bruissement des voitures dans la rue, le hurlement lointain d'une sirène. Était-ce la police? Cherchait-il Damien? Ou était-il déjà capturé quelque part dans une cellule, plus loin d'elle que jamais? Mais une partie d'elle, une petite partie effrayée, chuchotait une autre vérité. Damien n'avait pas été capturé. Il était en route, et il venait à elle.
Pendant qu'Emma restait éveillée, Damien était assis 300 kilomètres plus loin, sous un pont d'autoroute, le dos contre le béton froid. Au-dessus de lui, des camions passaient en tonnerre, leur lumière projetait des ombres dansantes. Il avait parcouru 40 kilomètres ce jour-là, sa plus longue distance jusqu'à présent. Ses pieds étaient des masses crues et sanglantes, chaque pas une torture. Mais il avait déterminé sa position sur une vieille carte routière qu'il avait trouvée dans un guide de voyage jeté. Encore 150 kilomètres jusqu'à Francfort. Peut-être 4, 5 jours, s'il tenait bon. Damien sortit la photo pliée de sa poche, la seule photo d'Emma qu'il possédait encore. C'était de leur mariage, froissé et taché par le voyage. Emma souriait à la caméra, jeune et heureuse, sa main dans la sienne. Damien caressa son visage du pouce, un geste qu'il avait déjà fait 1000 fois. « J'arrive », chuchota-t-il dans l'obscurité. « J'arrive, Emma, et alors nous parlerons. Alors tu m'expliqueras comment tu as pu faire ça. » Le vent emporta ces mots, les perdit dans le bruit de l'autoroute. Le 12e jour de sa fuite, Damien atteignit les abords de Francfort. La ville s'étalait devant lui comme un organisme de verre et d'acier, les gratte-ciel s'élevant dans le ciel nuageux. Il se tenait en bordure d'une zone industrielle à Fessenheim, caché derrière un entrepôt abandonné, et contemplait la skyline. Quelque part là-bas, parmi ces millions de personnes, vivait Emma. Elle respirait le même air, voyait le même ciel, mais ne savait pas qu'il était venu. Le voyage avait transformé Damien. Son corps était émacié, les pommettes saillantes, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Sa barbe avait poussé sauvagement, négligée et emmêlée. Les vêtements volés pendaient sur lui comme sur un épouvantail, sales et déchirés par les épines et les branches. Il sentait la sueur, la terre et le désespoir. Personne ne reconnaîtrait dans ce vagabond barbu l'ingénieur propre et ordonné qui avait épousé une femme nommée Emma il y a 3 ans et demi. Mais le plus grand changement était intérieur. La colère qu'il avait poussée au début s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus dangereux. 12 jours et nuits, il avait eu le temps d'y penser, à la trahison, aux années qu'il avait perdues, à l'homme qui avait pris sa place. Les pensées tournaient dans sa tête comme des rapaces, toujours les mêmes cercles, toujours les mêmes questions douloureuses, sans réponse. Damien passa le premier jour à Francfort à explorer la ville. Il se déplaçait dans les rues comme un fantôme, invisible dans sa misère. Les passants évitaient son regard, le contournaient comme un sans-abri. Bien, moins il attirait l'attention, mieux c'était. Dans un cybercafé près de la gare, où personne ne demandait de papier d'identité, il se connecta à un ordinateur. Ses mains tremblaient quand il tapa le nom d'Emma dans le moteur de recherche. Son profil LinkedIn apparut immédiatement. Emma Laurent, directrice de création chez Greenpack Solutions. La photo de profil la montrait souriante, professionnelle, ses cheveux coupés en un bob élégant. Elle avait l'air bien, mieux que dans son souvenir. La vie sans lui semblait lui réussir. Damien cliqua plus loin, trouva l'adresse de l'entreprise. Lioner Strasse à Niederrad. Il mémorisa le nom, la rue, le bâtiment. Trouver Lucas Moreau fut plus facile. L'homme avait un profil Instagram public, rempli de photos de sa vie luxueuse. Damien fit défiler les images, chacune un coup de poignard au cœur. Lucas et Emma à la plage, probablement quelque part en Méditerranée. Lucas et Emma devant un restaurant cher. Lucas et Emma en randonnée dans les Alpes, leur visage rougi par l'effort et le bonheur. Et puis, la photo la plus récente, vieille de 3 jours seulement. Lucas et Emma devant un bâtiment moderne, un complexe résidentiel avec façade en verre et balcon. Le géotag révélait l'emplacement, Westen Süd, Grüne Burgweg. Damien écrivit l'adresse sur un morceau de papier qu'il avait trouvé dans une poubelle. Sa main tremblait si fort que l'écriture était à peine lisible. Il l'avait trouvée. Après 12 jours de marche, de faim, de cachette, il l'avait enfin trouvée. La femme qui lui avait fait tout ça vivait à quelques kilomètres d'ici. Entre-temps, la police avait intensifié son enquête. Le commissaire principal, Matthias Becker de la police criminelle de Francfort, avait étudié le dossier de Damien Leclerc.
un homme sans antécédent avant cette soirée fatale dans le bar. Aucun signe de violence, aucune anomalie psychique. Mais 3 ans de prison changeaient les gens, surtout quand ils se sentaient trahis. Baker avait vu assez de cas où la jalousie et les sentiments de vengeance menaient à des actes terribles. Il avait déjà rendu visite 2 fois à Emma et Lucas, inspecté leur appartement, discuté des mesures de sécurité. Une voiture de patrouille passait régulièrement dans leur rue, et Baker avait donné à Emma son numéro de portable privé. « Appelez immédiatement si vous remarquez quelque chose d'inhabituel », avait-il dit. Un homme étranger dans les environs, des appels suspects, n'importe quoi. Emma avait hoché la tête, mais Baker voyait la peur dans ses yeux. Elle essayait de paraître forte, mais ses mains tremblaient quand elle prit la carte de visite. Lucas semblait plus posé, mais Baker remarquait aussi la tension chez lui. L'homme regardait constamment par la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir Damien dans la rue. « Pensez-vous qu'il viendra vraiment ici ?» avait demandé Lucas. Baker avait répondu honnêtement. « Je ne sais pas. La plupart des fugitifs sont capturés dans les 48 heures. Leclerc est en fuite depuis 12 jours maintenant. Soit il est exceptionnellement habile, soit il a de l'aide de l'extérieur. Les deux sont inquiétants. » Ce que Baker ne disait pas à voix haute, mais pensait, un homme qui avait survécu 12 jours en fuite était désespéré et déterminé. Et cela le rendait dangereux. Le soir du 13e jour, Damien observa le bâtiment sur Grünburgweg depuis un parc en face. Il était assis sur un banc, à moitié caché par un grand arbre, et fixait les fenêtres éclairées au 8e étage. L'une d'elles devait être l'appartement d'Emma. Peut-être qu'ils cuisinaient le dîner en ce moment, riaient ensemble, planifiaient leur avenir. L'idée était insupportable. Damien observa comment les gens entraient et sortaient du bâtiment. Il y avait un interphone, probablement aussi des caméras. Entrer comme ça était impossible. Il devrait attendre, le bon moment, la bonne opportunité. La patience était quelque chose qu'il avait appris en prison. 1 ou 2 jours de plus ne faisaient aucune différence. Vers 22 heures, il la vit. Emma sortit du bâtiment, un sac de sport sur l'épaule. Même de loin, Damien reconnut sa démarche, la façon dont elle passait ses cheveux derrière son oreille. Son cœur manqua un battement. C'était vraiment elle. Après tous ces kilomètres, toute cette souffrance, elle était là, à seulement 50 mètres. Il pourrait aller à elle, appeler son nom, elle se retournerait. Mais à côté d'elle marchait Lucas. Grand, beau dans sa tenue de sport, confiant comme quelqu'un à qui la vie avait toujours été facile. Il dit quelque chose à Emma, et elle rit, toucha son bras. Le geste familier coupa plus profondément qu'un couteau. Damien s'enfonça plus profondément dans les ombres, observa comment les deux se dirigeaient vers une salle de sport. Il les suivit à distance de sécurité. La salle, une boîte de verre moderne avec le nom Premium Fitness, n'était qu'à 2 rues. Emma et Lucas entrèrent, furent accueillis par la réceptionniste comme des habitués. À travers les grandes fenêtres, Damien pouvait les voir sur des tapis de course, côte à côte, courant au même rythme. Un couple parfait. Damien attendit. 1 heure passa, puis 1 seconde. Ses pieds lui faisaient mal de rester debout si longtemps. Son estomac gargouillait assez fort pour que les passants se retournent vers lui. Mais il ne bougeait pas. Finalement, vers minuit, Emma et Lucas quittèrent la salle. Ils avaient l'air détendus, fatigués de l'entraînement. Ils retournèrent à leur bâtiment, main dans la main. Damien suivit encore, restant dans l'ombre. Devant l'entrée, le couple s'arrêta. Lucas attira Emma à lui, l'embrassa. Ce n'était pas un baiser fugace, mais long et profond. Emma répondit, ses bras autour de son cou. Damien dut détourner le regard, la scène était trop douloureuse à regarder. Quand il regarda de nouveau, ils avaient disparu dans le bâtiment. Il resta encore 1 heure là, fixant les fenêtres au 8e étage, où les lumières s'allumaient et s'éteignaient l'une après l'autre. La lumière de la chambre s'éteignit en dernier. Damien s'imagina comment ils étaient allongés là, dans les bras l'un de l'autre, en sécurité et au chaud.
pendant qu'il se tenait ici dehors, dans le froid, comme un chien rejeté. La colère remonta, brûlante et dévastatrice. Il avait tout perdu pour Emma. Sa liberté, sa carrière, son avenir. Il avait tué un homme en la défendant. Et comment l'avait-elle récompensé? Par la trahison, par les mensonges, avec un autre homme. Cette nuit-là, Damien dormit dans un immeuble en démolition à quelques rues de l'appartement d'Emma. Le bâtiment était vide, les fenêtres barricadées de planches, mais il trouva un moyen d'entrer. Au deuxième étage, dans une pièce dont les murs étaient couverts de graffitis, il se roula en boule sur le sol poussiéreux. Par une fenêtre cassée, il pouvait voir une bande de ciel nocturne, quelques faibles étoiles entre les nuages. Demain, il la confronterait. Demain, Emma le regarderait dans les yeux et expliquerait pourquoi elle l'avait trahi. Et Lucas comprendrait que certaines choses ne devaient pas être prises à un homme. Avec cette pensée, Damien s'endormit, et ses rêves étaient sombres et pleins d'ombre. Le 14e jour se leva gris et pluvieux. Damien se réveilla gelé dans l'immeuble en démolition, son corps raide de la nuit dure sur le sol de béton. La pluie martelait contre les fenêtres cassées, gouttait à travers les trous du toit et formait des flaques sur le sol. Il se redressa péniblement, chaque muscle protestant, et s'approcha de la fenêtre. D'ici, il pouvait voir le bâtiment où vivait Emma, un géant de béton blanc qui se dressait contre le ciel plombé. Aujourd'hui, il lui parlerait. La décision avait mûri pendant la nuit comme un fruit vénéneux. Il ne pouvait plus attendre, ne pas passer un autre jour dans cet état de suspension où il la voyait mais ne pouvait pas l'atteindre. La question était seulement « comment ?» Le bâtiment était sécurisé, des caméras surveillaient l'entrée et la police patrouillait régulièrement. Damien avait vu les voitures, comment elles roulaient lentement dans la rue, les agents regardant attentivement par les fenêtres. Il passa la matinée à observer le bâtiment sous différents angles. Il y avait une entrée principale à l'avant, une entrée de service sur le côté et un garage souterrain en sous-sol. Le garage était le moins surveillé, seulement une barrière avec lecteur de cartes et aucune caméra visible. S'il parvenait à suivre une voiture avant que la barrière ne se referme. Vers midi, Emma quitta le bâtiment. Damien la vit sortir du garage souterrain dans une Lexus blanche. Lucas était assis sur le siège passager. Ils avaient l'air détendus, discutaient avec animation de quelque chose. Damien se demanda si elle pensait encore à lui, à l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Ou était-il pour elle juste un souvenir désagréable, un chapitre qu'elle avait fermé? Il suivit la voiture à pied, du mieux qu'il put, mais la perdit bientôt dans la circulation dense du centre-ville de Francfort. Frustré, il retourna à son poste d'observation. Les heures s'étirèrent comme du chewing-gum. Damien acheta avec ses dernières pièces un petit pain sec à un kiosque, mâcha mécaniquement dessus, ne goûta rien. Son estomac s'était habitué depuis des jours à être vide. Emma et Lucas revinrent en fin d'après-midi. Damien observa comment ils sortaient de la voiture, chargés de sacs de course, entraient ensemble dans l'ascenseur. À travers la fenêtre en verre du hall, il pouvait voir le profil d'Emma, la ligne de son cou, la façon dont elle souriait, pendant que Lucas racontait quelque chose. Tout si familier et pourtant si étranger. Dans l'appartement d'Emma, 8 étages au-dessus de la cachette de Damien, elle déchargeait les courses dans la cuisine. Lucas ouvrit une bouteille de vin, servit 2 verres. Ce devait être une soirée détendue. Ils avaient prévu de cuisiner ensemble, peut-être de regarder un film. Mais Emma ne pouvait pas se détendre. Depuis des jours, elle avait ce sentiment d'être observée, un picotement dans la nuque, la sensation d'yeux sur elle, même quand elle ne voyait personne. « Tu as l'air tendu », remarqua Lucas en massant ses épaules. « Tu penses encore à Damien ?» Emma hocha lentement la tête. « Je ne peux pas m'en empêcher. Je me demande où il est, ce qu'il pense, s'il vient vraiment ici ou si nous nous inquiétons pour rien. La police dit que la plupart des fugitifs sont rapidement capturés. Peut-être qu'il est déjà de nouveau en détention. Peut-être. » Mais Emma n'y croyait pas. Elle connaissait Damien, ou l'avait du moins connu. Quand il se mettait quelque chose en tête, il ne lâchait pas.
Cette obstination qu'elle avait aimée chez lui autrefois lui faisait maintenant peur. Le commissaire principal Baker était assis dans son bureau au commissariat et étudiait une carte de Francfort. Des points rouges marquaient des endroits où de petits vols avaient été signalés ces derniers jours. Un petit pain ici, une bouteille d'eau là. Rien de grave, mais un schéma. Les vols se concentraient dans une zone entre Fessenheim et Westend, comme si quelqu'un se frayait lentement un chemin vers le centre-ville. « Pensez-vous que c'est lui ?» demanda son collègue, le commissaire Steiner, qui regardait par-dessus son épaule. « Possible. Leclerc n'a pas d'argent, pas de papier, il doit manger, boire. Ces petits vols correspondent à un homme désespéré en fuite. » Baker tapota sur le dernier point rouge. « C'était hier soir, à seulement 3 rues de l'appartement de l'ex-femme. Nous devrions renforcer la surveillance. Faisons-le, je veux des patrouilles 24 heures sur 24 dans le quartier. Et parlez aux voisins de l'immeuble, montrez-leur la photo de Leclerc. S'il apparaît là-bas, je veux être informé immédiatement. » Le soir, alors que le crépuscule tombait sur Francfort, Damien se dirigea vers le bâtiment. Il avait un plan, aussi rudimentaire soit-il, et il attendrait dans le garage souterrain jusqu'à ce qu'Emma ou Lucas reviennent avec la voiture. Puis il aborderait Emma avant qu'elle ne monte à l'appartement. Juste une conversation, pas plus. Une explication, une justification, une conclusion. Le couteau de poche était dans la poche de sa veste, pas comme une arme, se disait-il, mais comme une assurance. Au cas où Lucas essaierait de l'attaquer, au cas où la police viendrait, au cas où les pensées se perdaient dans un tourbillon confus de possibilités. Le garage souterrain était mal éclairé. Des tubes fluorescents isolés projetaient une lumière blafarde sur le béton. Damien trouva un coin sombre entre 2 piliers de béton, d'où il pouvait observer l'entrée. Les voitures allaient et venaient, leurs phares peignaient des cônes de lumière errants sur les murs. Une demi-heure passa, puis 1 heure. Vers 20 heures, Damien entendit un bruit de moteur familier. La Lexus blanche glissa sur la rampe, la barrière se leva. Emma était au volant, seule. Lucas n'était pas avec elle. Le cœur de Damien commença à s'emballer. C'était sa chance, attraper Emma seule, sans que Lucas n'intervienne. La Lexus se gara dans un coin du garage. Emma sortit, un sac à main sur l'épaule, le téléphone à l'oreille. Elle parlait avec quelqu'un, riait de quelque chose. Damien sortit de sa cachette, s'approcha d'elle. Ses jambes lui semblaient de plomb, sa gorge était serrée. Après toutes ces semaines, tous ces kilomètres, il n'était plus qu'à quelques mètres d'elle. « Emma !» dit-il, et sa voix sonnait étrangère à ses propres oreilles, rauque et brisée. Emma se retourna brusquement. Le téléphone tomba de sa main, cliqueta sur le sol de béton. Son visage devint blanc comme un linge, ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Damien !» C'était à peine plus qu'un murmure. Ils se fixèrent, séparés par 3 mètres d'espace qui semblait comme un océan. Damien vit la peur dans ses yeux, mais aussi autre chose. De la pitié, de la culpabilité. Il ne pouvait pas le déchiffrer. « Je devais te voir », dit Damien en faisant un pas plus près. Emma recula, sa main tâtonnant vers la clé de voiture dans sa poche. « Je devais comprendre pourquoi, après tout ce que nous étions, après tout ce que j'ai fait pour toi. Damien, tu ne devrais pas être ici. » La voix d'Emma tremblait. « La police te cherche partout. S'ils te trouvent, je m'en fiche. » Et à ce moment, c'était la vérité. Damien était allé trop loin pour faire demi-tour maintenant. « J'ai le droit d'avoir des réponses, Emma. J'ai passé 3 ans dans cette cellule, à t'attendre, et tu étais dans les bras d'un autre homme. Comment as-tu pu faire ça ?» Emma ouvrit la bouche, la referma. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle finalement. « Je suis tellement désolée, Damien. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas mettre toute ma vie en pause. 6 ans, c'était trop long. Tu m'as juré fidélité éternelle. C'était avant que tu tues quelqu'un.
Les mots explosèrent d'Emma, assez forts pour résonner contre les murs de béton. Je sais que tu voulais me protéger, je sais que c'était un accident, mais tout a changé cette nuit-là. L'homme que j'ai épousé ne ferait jamais... L'homme que tu as épousé s'est battu pour toi, l'interrompit Damien, et la colère dans sa voix fit reculer Emma. Et tu l'as abandonné quand il avait le plus besoin de toi. Quelque part, au-dessus d'eux, une porte grinça. Des pas résonnèrent dans le garage, plusieurs personnes. « Police! Les mains en l'air !» La voix était forte, autoritaire. Damien se retourna et vit 3 agents, leurs armes pointées sur sa poitrine. Le commissaire principal Becker les menait, son visage sérieux et déterminé. « Damien Leclerc, vous êtes en état d'arrestation. Ne bougez pas. » Pendant un long moment, le temps s'arrêta. Damien aurait pu courir, aurait pu se battre. Sa main glissa dans sa poche, saisit le manche du couteau, mais alors il regarda Emma, vit la peur sur son visage, et quelque chose en lui se brisa définitivement. Il lâcha le couteau, leva lentement les mains. « Je ne voulais pas lui faire de mal, dit-il doucement. Je voulais juste parler. » Les agents se précipitèrent, le jetèrent au sol, pressèrent son visage contre le béton froid. Des menottes cliquetèrent autour de ses poignets. Damien n'offrit aucune résistance. C'était fini. Le long chemin était terminé et il n'avait rien accompli d'autre que la confirmation qu'Emma ne l'aimait plus. Peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment fait. Pendant que les policiers l'emmenaient, Damien regarda Emma une dernière fois. Elle se tenait là, tremblante, des larmes coulaient sur son visage. Mais elle ne s'approcha pas, ne dit plus rien. Lucas était apparu entre-temps aussi, courut vers elle, la prit dans ses bras. Damien détourna le regard. Il en avait assez vu. La salle d'audience était bondée. Des journalistes se pressaient dans les rangées arrière, leurs caméras pointées sur l'homme conduit au box des accusés. Damien Leclerc, maintenant âgé de 35 ans, ressemblait à un fantôme de lui-même. Les 14 jours de fuite avaient laissé leur tribut. Il avait perdu 20 kilos, son visage était creusé, ses yeux cernés de noir. L'uniforme de prison orange pendait lâchement sur son corps émacié. La juge, Dr Sabine Hoffmann, une femme sévère de la cinquantaine avec des cheveux gris mêlés, regardait les documents devant elle. L'affaire avait fait la une des journaux dans tout le pays. Le marathonien fugitif, avaient titré certains journaux. 200 kilomètres d'obsession, écrivaient d'autres. L'histoire d'un homme qui s'était échappé de prison et avait parcouru une distance impossible juste pour confronter son ex-femme fascinait et effrayait le public en même temps. L'accusation était volumineuse, évasion de prison, vol en plusieurs cas, violation de domicile, menaces, violation des conditions de probation. La procureure, Dr Petra Mayer, une femme aux traits acérés dans un tailleur pantalon sombre, expliqua comment Damien avait tissé pendant plus de 2 semaines un réseau de crimes, poussé par la jalousie et la soif de vengeance. « Monsieur Leclerc a montré qu'il représente un danger pour la société », déclara-t-elle d'une voix ferme. Sa fuite était méticuleusement planifiée. Son voyage à Francfort n'avait qu'un seul but, confronter son ex-femme, possiblement lui faire du mal. Dans la poche de sa veste, nous avons trouvé un couteau de 7 centimètres de long. Ses intentions étaient claires. L'avocat commis d'office de Damien, un jeune avocat surmené nommé Stéphane Körner, essaya de désamorcer la situation. « Mon client n'a pas blessé Madame Laurent. Il ne l'a même pas touchée. Il voulait simplement lui parler, obtenir des réponses aux questions qui le tourmentaient depuis des mois. Oui, il a enfreint des lois, mais par désespoir émotionnel, pas par énergie criminelle. » La juge écouta, son visage impénétrable. Puis elle se tourna vers Damien. « Monsieur Leclerc, souhaitez-vous dire quelque chose pour votre défense ?» Damien se leva lentement. Sa voix, quand il parla, n'était guère plus qu'un murmure, mais dans la salle d'audience silencieuse, chaque mot était audible. « Je ne voulais pas blesser Emma. Je ne le ferai jamais. Je l'aimais. Je l'aime peut-être encore, même si je sais que c'est faux. » Il s'interrompit, ses mains tremblaient. « Ces 3 ans en prison, ils m'ont changé. Chaque jour, je ne pensais qu'à elle, à notre vie,
que nous aurions pu avoir. Quand j'ai appris qu'elle en avait un autre, qu'elle avait demandé le divorce, quelque chose s'est brisé en moi. » Il regarda dans les rangées de spectateurs, où Emma était assise, la main de Lucas fermement dans la sienne. Elle ne le regardait pas, ses yeux fixaient le sol. Je comprends maintenant que je n'avais pas le droit de contrôler sa vie. Elle avait tout à fait le droit de continuer à vivre, de trouver quelqu'un de nouveau. Mais à l'époque, dans ma cellule, je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais voir que la trahison, les mensonges, les années perdues. Damien se rassit, épuisé par l'aveu émotionnel. La juge prit des notes, son visage sévère. Après une brève consultation avec les jurés, elle prononça le verdict. « Monsieur Leclerc, vous vous êtes rendu coupable d'évasion de prison, de vols multiples et de tentative de coercition. Le tribunal prend en compte votre détresse émotionnelle, mais cela ne justifie pas vos actions. Vous avez mis en danger la société, gaspillé des ressources et causé un préjudice psychologique considérable à Madame Laurent. » Elle marqua une pause, laissant les mots faire effet. « À votre peine existante de 6 ans s'ajoutent 5 ans supplémentaires. Vous purgerez au moins 8 ans sans possibilité de libération anticipée. De plus, j'ordonne un traitement psychiatrique pour traiter les causes de votre obsession. » 11 ans au total. Damien sentit le poids des mots comme des pierres sur sa poitrine. Il aurait la quarantaine passée quand il sortirait. Les meilleures années de sa vie, il les passerait derrière les barreaux. Il hocha simplement la tête, accepta le verdict sans opposition. Qu'avait-il espéré? De la pitié? De la compréhension? Il avait choisi son destin lui-même au moment où il avait couru à travers la forêt, loin des gardiens, loin de la raison. Après le prononcé du verdict, Damien fut transféré dans une unité de haute sécurité, cette fois à la prison de Francfort-Prunksheim. C'est ici qu'il passerait les prochaines années, dans une cellule encore plus petite, avec des règles encore plus strictes. Les autres détenus le traitaient avec un mélange de respect et de méfiance. Son histoire avait fait le tour. Certains voyaient en lui un héros romantique qui avait tout risqué pour l'amour. D'autres ne voyaient qu'un fou qui avait jeté sa vie pour une femme qui ne le voulait plus. Le traitement psychiatrique commença 2 semaines après son arrivée. Docteur Michael Reuss, un psychologue expérimenté en milieu carcéral, mena des séances hebdomadaires avec Damien. Dans ces conversations, les couches de colère et d'auto-illusion qui s'étaient enroulées autour de la psyché de Damien commencèrent lentement à se détacher. « Vous avez fait d'Emma un symbole », expliqua Dr Reuss lors d'une séance. Elle n'était plus une personne réelle avec ses propres besoins et désirs. Elle était votre bouée de sauvetage, votre espoir, votre raison de survivre. Quand elle s'est éloignée de ce symbole, tout votre monde s'est effondré. Damien commença lentement à comprendre. L'obsession qui l'avait poussé n'était pas de l'amour, mais du désespoir. Il s'était tellement accroché à l'idée d'Emma qu'il ne pouvait plus voir la réalité. La réalité que les gens changent, que l'amour peut passer, que personne n'est obligé de vivre dans le passé juste parce qu'un autre y est prisonnier. Emma, de son côté, luttait avec ses propres démons. La rencontre dans le garage souterrain l'avait traumatisée. Elle voyait Damien partout, dans les ombres, dans les foules, dans ses rêves. Lucas était patient et soutenant, l'accompagnait en thérapie, tenait sa main quand les crises de panique venaient. Mais la relation avait une fissure, fine comme une toile d'araignée, mais perceptible. « Je me sens coupable », confia Emma à sa thérapeute, Dr Anna Schneider. « Je sais que je n'ai rien fait de mal. J'avais le droit de continuer ma vie. Mais une partie de moi se demande si j'aurais pu gérer les choses différemment. Aurais-je dû lui dire personnellement que j'avais rencontré quelqu'un de nouveau? Aurais-je dû retarder le divorce jusqu'à sa libération? » « Vous n'avez rien fait de mal, Emma, » assura gentiment Dr Schneider. « La réaction de Damien était son choix, pas votre responsabilité. Vous ne pouvez pas sacrifier votre vie par peur de la façon dont un autre pourrait réagir. Ce serait être émotionnellement chantable. » Les mots aidèrent, mais seulement lentement. Il fallut des mois avant qu'Emma puisse sortir de la maison sans peur. La relation avec Lucas survécut, mais ils ne se marièrent pas comme ils l'avaient prévu.
Certaines choses avaient besoin de plus de temps pour guérir. Le commissaire principal Becker ferma le dossier avec un sentiment d'émotion mitigée. L'affaire était résolue, le coupable condamné, et personne n'avait été physiquement blessé. Mais les cicatrices émotionnelles resteraient pour tous les impliqués. Il avait vu dans sa carrière de nombreux cas de violence domestique et de harcèlement, mais l'histoire de Damien était unique dans sa détermination tragique. « Qu'apprenons-nous de cela ?» demanda son collègue Steiner. Becker réfléchit. « Que l'obsession est dangereuse, aussi romantique qu'elle puisse paraître, que personne n'a le droit de contrôler la vie d'un autre, même pas au nom de l'amour, et que la frontière entre l'amour et l'obsession est parfois terriblement mince. » 3 ans plus tard, Damien était assis dans la bibliothèque de la prison et lisait un livre sur la psychologie. Les séances de thérapie l'avaient aidé à mieux se comprendre. Il lui restait encore 5 ans à faire, mais il avait commencé à penser à un avenir qui ne serait pas défini par Emma. Peut-être que quand il sortirait, il pourrait commencer une nouvelle vie. Peut-être qu'il apprendrait à aimer de manière saine, sans obsession, sans possession. Emma vivait maintenant à Berlin, avait laissé Francfort derrière elle. Elle et Lucas s'étaient séparés à l'amiable. L'expérience avait jeté trop d'ombre. Elle continuait à travailler comme designer, avait trouvé de nouveaux amis, commençait lentement à s'ouvrir à nouveau. Parfois, elle pensait à Damien, se demandait comment il allait, mais jamais assez longtemps pour retomber dans les anciens schémas. L'histoire de Damien Leclerc devint un cas d'école. Dans des séminaires sur la violence domestique, dans des ateliers sur le harcèlement, dans des discussions sur les relations toxiques. Sa fuite de 200 kilomètres n'était pas une aventure romantique, mais un avertissement. Un avertissement de ce qui se passe quand l'amour se transforme en obsession, quand le dévouement devient contrôle, quand l'espoir mute en désespoir. Et dans sa cellule, pendant qu'il attendait le jour où il serait à nouveau libre, Damien comprit enfin la vérité douloureuse. Certaines choses ne peuvent pas être récupérées, peu importe jusqu'où on court. Certaines personnes appartiennent au passé, et les laisser là n'est pas abandonner, mais accepter. Et le véritable amour signifie parfois lâcher prise, même si cela déchire le cœur. Le soleil se couchait sur Francfort, peignant le ciel en rose et or. Quelque part dans cette ville, la vie continuait, les gens aimaient et perdaient, prenaient des décisions et vivaient avec les conséquences. Et dans les murs de la prison de Francfort-Prengesheim était assis un homme qui était allé trop loin et apprenait à vivre avec ce qu'il avait perdu. Des années plus tard, Damien lut dans un journal de prison qu'Emma s'était mariée. Avec un professeur de Berlin, un homme calme, loin de l'excitation de leur jeunesse. Ils attendaient leur premier enfant. La photo la montrait souriante, heureuse, enfin en paix. Damien plia le journal et sourit tristement. Ça faisait mal, mais c'était une douleur différente d'avant. Une douleur plus mûre, acceptante. Il lui souhaitait du bonheur, et cette fois, c'était sincère. Elle le méritait. Ils méritaient tous les deux de continuer à vivre. L'histoire ne se terminait pas par une confrontation dramatique ou une grande réconciliation. Elle se terminait doucement, avec 2 personnes qui prenaient des chemins séparés et apprenaient à vivre avec leurs cicatrices. Parfois, c'étaient les fins les plus honnêtes.